Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas. Le micro. Oui, le micro. Merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas encore très fatigué, que je vous propose un voyage dans le Grand Nord sur un archipel discret mais hautement symbolique, le Spitzberg ou le Svalbard, selon le point de vue. Il est situé à mi-chemin entre le pôle Nord, la Norvège continentale. C'est le territoire à la fois le plus septentrional de la Norvège, un espace juridique singulier et aussi et surtout un point de contact stratégique entre l'Arctique et l'Atlantique Nord. Vous pouvez voir ici le point de vue du pôle, voilà, l'océan Arctique connecté avec l'Atlantique. Vous voyez que ici le Svalbard, le Spitzberg ici a une position stratégique. C'est le passage en effet de toute cette interface entre océan Arctique et océan Atlantique. J'ai dit discret, mais c'est pas un territoire petit et il représente environ 60% de la superficie de la France, 62 000 km². Il y a une présence humaine non permanente qui est attestée depuis au moins 4 siècles et qui s'est développée bon, d'abord grâce aux baleiniers, mais surtout à l'exploitation des mines de charbon au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la poursuite de l'extraction a peu à voir avec la rationalité économique. Elle est pour la Russie, en tout cas, qui est présente sur l'archipel, un prétexte de présence continue sur le territoire. En effet, le peuplement de l'île, d'ailleurs sauf l'île principale est peuplée, est maintenu uniquement grâce à l'investissement et le soutien de l'État norvégien, mais aussi de l'État soviétique puis russe. Elle compte environ 3 000 habitants permanents, c'est les chiffres de 2024. Pourquoi donc les Russes sont présents dans les années 1930, l'URSS avait besoin d'une source d'approvisionnement en charbon de ces régions plus au nord, plus proches que le bassin houiller du Donbass. Et en 1990, il y avait environ 2400 soviétiques qui étaient 2 fois plus nombreux que les Norvégiens. Aujourd'hui, il y a principalement 2 agglomérations, en fait 3 agglomérations de 2 villages. C'est Longyearbyen, qui est norvégien, et Barentsburg, qui est russe. Il y a aussi un village de chercheurs, une population de 44 scientifiques venus de plus de 50 pays, dont la population d'ailleurs norvégienne, il y a une bonne moitié aujourd'hui vient des Philippines, de Thaïlande, apparemment, donc on ne parle pas seulement norvégien, mais l'anglais et d'autres langues. Et il y a aussi d'ailleurs des Russes qui sont venus avec visa norvégien, hein, qui vivent avec les Norvégiens, ainsi que des Ukrainiens. D'ailleurs, parmi la euh, 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 donc, parmi les mineurs, comme je vous ai dit, l'exploitation du charbon continue. Il y a beaucoup qui viennent d'Ukraine, du Donbass, tandis que dans la principale ville norvégienne, il y a plus de 2500 habitants. Donc, et ce sont quand même des conditions climatiques extrêmes. C'est une population à 60% masculine, de 20 à 60 ans, à 50 ans. Et il n'y a pas de route entre les localités, c'est un climat extrême, un permafrost permanent. D'ailleurs, aucun décès n'est enregistré localement, l'inhumation est interdite. Vous avez ici, vous pouvez voir cette présence des Russes, des Norvégiens. Vous avez une église orthodoxe à Barentsburg, construite à 96, et l'église luthérienne à côté. Donc ici, vous avez
et le maire de Barentsburg en 2022. Ça, c'est, vous voyez au loin donc, les mines de charbon qui fonctionnent toujours, mais comme chez les Norvégiens, on extrait de moins en moins. Et le tourisme, d'ailleurs, prend le relais comme source principale de revenus pour les habitants. Quelques images ici, une maison à Barentsburg, donc la ville russe, avec ça, c'est des constructions des années 1940 et 50. Il y a un état assez délabré. Ça, c'est le Barentsburg moderne. Et c'est moderne parce que c'est principalement des constructions de l'époque Brejnev qui ont été recouvertes, donc qui ont l'air moderne. Donc, c'est le Trust Arctic Google qui reçoit des fonds pour continuer à exploiter le charbon. Il est très lié à l'État russe. D'ailleurs, parmi donc les mineurs, je vous ai dit, il y a d'ailleurs beaucoup d'Ukrainiens. Il y a une particularité assez singulière. C'est une ville, c'est une population sans mémoire, puisque il y a une rotation tous les 7 ans chez les Norvégiens, à peu près tous les 5 ans chez les Russes. Bon, ça peut être variable. Donc, population sans mémoire, bien que sur le continent, il y a des dynasties. Chez les mineurs du Donbass, il y a ainsi des on transmet de génération en génération. Alors, on est mineur de génération en génération. Mon père et notre grand-père a été oui, c'est ça, une sorte de lauréat. Donc ça, c'est le fil le plus tenu, on peut dire, de la transmission. Donc, voilà le drapeau logotype d'Arctic Google, ici, donc cette compagnie russe qui exploite le charbon. Donc, vous voyez cette différence très nette entre les deux populations, norvégienne et russe. Même les signaux de signalisation sont différents. Vous voyez, bon, il y a en fait plus d'ours polaires au Spitsberg. Ils sont à peu près 4000, une population de 4000 ours polaires. Donc, ils peuvent surgir à tout moment et ils n'ont parfois très faim. Et vous pouvez voir ici le panneau norvégien, le panneau russe, d'ailleurs, le logotype celui de Russie unie. Il ne faut pas surinterpréter la chose. Certainement le premier qui a été trouvé en tapant sur Google. Donc, mais il est amusant que c'est le youtubeur Ilya Varlamov, le auteur, qui avait remarqué ça. Et comme je vous ai dit, aucun décès ne peut être enregistré officiellement. Et les personnes âgées sont transférées vers le continent. Il est même interdit d'y être inhumé, car le permafrost empêche la décomposition des corps. Il n'y a d'ailleurs pas de naissance non plus, même s'il y a eu des maternités qui ont fonctionné à l'époque soviétique. Donc c'est quelque part un territoire hors du cycle biologique normal, ce qui renforce aussi son caractère symbolique. C'est un archipel sous pression géopolitique. Il cristallise aujourd'hui les tensions entre la Russie et l'OTAN. Par exemple, juste il n'y a pas longtemps, le 14 mai 2025, la Russie a accusé la Norvège de militariser l'archipel et la Russie a appelé la partie norvégienne à renoncer à toutes les activités qui sapent les fondements juridiques internationaux de l'archipel. Donc, on accuse la Norvège de violer un traité vieux de 100 ans. En fait, il y a dans le traité de Paris de 1920, il y a une clause de non-militarisation, c'est-à-dire que on ne peut pas construire d'installation défensive ou n'importe quelle installation à usage belliqueux. Donc, mais les Russes interprètent par exemple l'approvisionnement des vaisseaux norvégiens de la marine norvégienne comme étant à but à destination militaire, donc en violation de ce traité. Il y a aussi
Euh, euh, En fait, il faut revenir en arrière. Le traité de Paris que j'ai mentionné accorde à la Norvège une souveraineté pleine sur l'archipel, tout en garantissant aux autres signataires, dont la Russie, l'égalité d'accès économique et interdit toute utilisation militaire des territoires, ce que j'ai dit. Donc, ce statut a généré des tensions. En mer, la Norvège estime que le traité ne s'applique qu'aux eaux territoriales, tandis que la Russie et l'Union européenne, d'ailleurs, revendiquent des droits dans la zone économique exclusive. C'est pour la pêche, le crabe des neiges pour l'Union européenne et le cabillaud. D'ailleurs, il y a, la pêche aussi devient plus abondante à cause du réchauffement climatique. Sur, et euh, sur Terre aussi, là, il y a une pression. Voilà, donc ça c'est sur le réseau social contact russe. Vous avez peut-être des groupuscules qui s'intéressent à ça. C'est pas vraiment, c'est pas l'intérêt du grand public, mais c'est assez représentatif. Voilà, c'est Medvedev qui est accusé d'avoir offert à la Norvège l'espace maritime et le plateau continental de la mer de Barents. Ah, on a le tracé de la zone maritime exclusive. Ah, bon, déjà oui. Vous avez ici un défilé russe militaire à Barentsburg. Qu'est-ce qu'il y a le Spitsberg, c'est qui est jugé par les Norvégiens comme une provocation. Je vais passer vite ici. Peut-être deux points quand même, c'est important. La situation a quand même changé depuis que la Suède, justement, et la Finlande ont intégré l'OTAN. Donc, il y a désormais une sorte de où la Baltique est devenue un lac otanien et en revanche, donc, ce passage vers l'Atlantique devient d'autant plus stratégique. Donc, bon, pas le temps de revenir sur le concept de bastion, mais vous avez ces passages ici vers l'Atlantique qui deviennent des points de tension, de focalisation. La Russie aussi a le sentiment avec le réchauffement climatique, le développement des nouvelles routes de l'Arctique, un sort de sentiment de perte d'un rempart naturel. On parle de glacis, mais justement, c'est un glacis, c'est la glace. Voilà, donc, il y a d'autres aspects du Spitsberg intéressants. Peut-être encore le dernier point, il y a des récits concurrents sur le Spitsberg. En fait, la géopolitique ne se limite pas à la stratégie, mais engage aussi des récits, un imaginaire partagé. Par exemple, la toponymie. La nouvelle parle de Svalbard. Svalbard, c'est l'ancrage viking. La Russie préfère Spitsberg. Cette bataille de noms reflète des luttes symboliques de souveraineté. Le nom Svalbard vient des annales islandaises du XIIe siècle, qui signifie la côte froide trouvée. Et ce toponyme est réactivé par Oslo en 1925 pour affirmer une sorte de souveraineté narrative. La Russie continue d'utiliser Spitsberg, ce qui veut dire montagne pointue. Donc, ce n'est pas un détail linguistique, mais un outil d'appropriation symbolique. Pour la Norvège, c'est un territoire marginal, mais haute valeur écologique et scientifique. En Russie, on évoque le Grumant, nom ancien donné à l'archipel. Et dernièrement, on peut lire l'idée des saintes îles russes. C'est une malinterprétation des toponymes de Mercator, reprise par des acteurs politiques pour affirmer une continuité historique russe. On rappelle le Comores, la présence russe ancienne sur l'archipel. Quelque part, le Spitsberg fera partie d'un ensemble imaginaire du Nord russe. Et à cela aussi, la nostalgie du soviétisme. Vous voyez la statue de Lénine dans la ville fantôme de Pyramiden qui est abandonnée
mais aujourd'hui réinvesti par le tourisme nostalgique. Voilà, donc notre Lénine et notre but, le communisme, donc ici, bon, voilà, donc une piscine olympique. Donc ici, le Groenland, finalement, hypothèse prospective, si le Groenland devenait américain, alors une question qu'on faudra se poser, l'équilibre arctique sera transformé, la prise de territoire sans l'aval du Danemark provoquerait une crise grave, donc tout dépend de la manière dont il sera acquis. Le traité de 1920 que j'ai mentionné sera mis à l'épreuve. La Russie cherchera à accroître sa présence à Barentsbourg, peut-être pas l'annexer, mais demander par exemple d'avoir une base militaire. Donc ce sera alors un moment opportun. Donc ce sera, et le recours à l'article 5 sera peu probable. Bon, les Russes sont là. Donc, pour conclure, Spitsberg est un territoire fragile. Peut-être justement pour une touche d'humour noir russe à la fin. Vous avez ici le renard des neiges, en russe, renard polaire. C'est aussi en russe une expression familière, euphémistique pour dire on est foutu. Donc, le Spitsberg habite le langage. Donc d'ailleurs, dans la culture russe, l'idée d'un espace sacré est associée à l'idée d'un espace mortuaire. On avait vu la seule église de l'île qu'on a vu tout à l'heure a été érigée à la suite d'un accident d'avion qui avait fait plus de 240 morts en 1996. Merci beaucoup, monsieur le Voilà. professeur.